Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a le dernier cours au module Introduction aux relations publiques, titulé L'éthique de la communication et relations publiques, présenté par Dr. Semira. L'éthique, c'est un domaine vaste. On a eu besoin d'utiliser l'éthique dans toute notre vie, notre communication. Et aujourd'hui, on va traiter le thème de l'éthique dans la communication et les relations publiques. Pour traiter le thème d'aujourd'hui, on va suivre 7 plans. Introduction comme d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire la communication éthique ou bien l'éthique? Le fondement et les problématiques de l'éthique de la communication en général, l'éthique et les relations publiques et questions et théories philosophiques en éthique des relations publiques et enfin c'est la conclusion. Introduction. Je veux introduire le thème d'aujourd'hui, l'éthique de la communication et les relations publiques. Je veux faire une petite introduction avant d'entrer d'autres explications du thème d'aujourd'hui. Ce que l'on appelle parfois la compétence éthique est devenue essentielle à la pratique des métiers de la communication, en particulier dans les relations publiques. Au terme de la lecture de ce chapitre ou bien de ce cours, l'étudiant désirant faire carrière en communication devrait être en mesure d'entrevoir la nature, de même que l'étendue de connaissances et des compétences éthiques qu'il devra développer tout au long de son parcours professionnel, c'est-à-dire l'éthique de la communication et spécialement de relations publiques. L'étudiant a besoin de savoir les connaissances concernant le thème de l'éthique de communication en général et aux relations publiques. C'est très important pour l'étudiant. Le cours d'aujourd'hui explique comment le professionnel des relations publiques ou bien des experts du domaine des relations publiques peut jouer ce rôle de conscience éthique des organisations communicantes. D'abord, il définit et distingue des notions centrales de l'éthique professionnelle comme le droit, la déontologie, la morale et l'éthique. Par la suite, un modèle de prise de décision éthique est proposé puis appliqué à des cas pratiques. Enfin, dans la dernière partie, on explique comment ses valeurs personnelles et la vision qu'il a de son rôle social peuvent influencer la manière avec laquelle le professionnel des relations publiques va aborder les questions d'éthique auxquelles il est confronté. Donc c'est un domaine, l'éthique des relations publiques, c'est un domaine très intéressant, surtout pour les professionnels, ou bien les ambassadeurs, les professionnels, les experts du domaine des relations publiques. Et il faut savoir, il faut connaître l'éthique de relations publiques pour respecter toutes les valeurs de notre vie, de notre communication à la vie quotidienne, pour juste achever le but de notre stratégie de communication ou bien le plan de communication de l'entreprise. Dans les modèles classiques établis par les fondateurs de la discipline, la communication se comprend comme un processus d'interaction dynamique entre 4 pôles fondamentaux. On a la source, ou émetteur ou destinateur, on a le message et son encodage et le canal utilisé pour transmettre le message et le récepteur ou bien le destinataire qui doit décoder le message pour saisir le son. On a 6. Tout ça dans le module introduction de communication. Si vous avez si vous avez la mémoire. Donc, on a étudié ça dans le premier cours du module introduction de
aux techniques de la communication, la processus de communication. On a dit qu'il y a 4 éléments très importants dans la processus de communication. On a l'émetteur, le récepteur, le message et la réaction, le feedback. Et dans le message, on a le codage et l'encodage. Et on a expliqué ce que le codage est très important pour l'émetteur et le récepteur. Ce sera de même culture, du même même langue pour bien encoder le message et bien comprendre le message transmis. Donc, la première point qu'on va étudier dans ce cours, l'éthique de la communication et relations publiques, c'est qu'est-ce que c'est, bien qui est-ce que la communication éthique. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Une communication responsable, c'est le fait de transmettre une information en respectant un ensemble de valeurs fondées sur le respect de l'humanité. Donc, l'objectif étant d'avoir un impact social, économique et environnemental positif afin de créer un lien de proximité et de confiance avec sa clientèle cible. Une éthique de la communication, c'est-à-dire le savoir bien communiquer au service de bonnes finalités, se construit sur des définitions précises de l'autonomie, de l'interaction et de la communication interpersonnelle. Mais la communication interpersonnelle, ce sera très important dans le domaine de communication, bien pour l'entreprise, pour achever le but, parce qu'on peut achever notre but avec l'utilisation de communication interpersonnelle. Mais l'étape essentielle consiste à identifier la structure, unité d'interaction pour anticiper toutes les conséquences dangereuses. On peut alors déduire de ces définitions les pièges, les principes et les précautions susceptibles de viabiliser les 4 fonctions repérées dans la pragmatique de la communication: le transfert d'informations, le pilotage de l'action, la création de relations et la découverte d'identité. Ce sera les 4 fonctions repérées dans la pragmatique de la communication: le transfert d'informations, le pilotage de l'action, la création de relations et la découverte d'identité. Une communication éthique rassemble les valeurs suivantes. Le respect, une communication réfléchie et égalitaire pour tout le monde. Si vous voulez communiquer de manière éthique, cela doit être réfléchi et juste. Cela signifie que vous devez considérer vos actions dans leur ensemble, garder vos valeurs et vos objectifs en tête, rendra votre communication plus efficace et cohérente. On a la deuxième, c'est l'inclusivité, autrement dit, représenter et promouvoir la diversité. On peut expliquer tout l'opinion différente, le caractère différent de nous, etc. C'est-à-dire on accepte la diversité. La communication responsable encourage la diversité avec une représentation équitable et globale de la société, perception non stéréotypes, non racistes, non sexistes et non genrés des personnes. On a l'authenticité, c'est-à-dire les consommateurs ont besoin de s'identifier aux marques qu'ils achètent. Ils doivent aimer les produits ou services autant que l'histoire et les valeurs prônées par le marque. Sur les valeurs de l'entreprise, il faut toujours avec le produit. On va partager ça avec notre client dans le produit qu'on a le fait. On a la durabilité, c'est-à-dire les communicants
ont une responsabilité et un rôle à remplir pour ancrer l'éthique dans la communication. C'est-à-dire une communication respectueuse de l'environnement permet d'ouvrir les esprits et de trouver des solutions durables pour les hommes et la biodiversité. De nos jours, les marques ont besoin d'avancer dans une logique d'éco-conception et créer une communication durable et naturelle. La communication éthique et responsable a pour objectif de contribuer à changer le comportement pour le bénéfice de l'entreprise, mais également de la société dans son ensemble. Tel qu'établi par Lidingham et Gröning en 1998, au-delà de la technologie et d'une nouvelle façon de faire des communicateurs, c'est donc amorcer un virage progressif vers de nouveaux paradigmes, prenant de plus en plus en compte le point de vue des différents publics, favorisant ainsi de nouveaux modes de gestion des relations axées sur les valeurs des médias sociaux. En dépit de cette évolution, il serait naïf de croire qu'un véritable dialogue authentique entre toutes les parties prenantes est pratique courante dans toutes les organisations. Néanmoins, reconnaître les possibilités offertes par les médias sociaux par exemple et en saisir toutes les occasions d'échange afin de tenter de créer et de maintenir des relations de confiance entre le public des organisations demeure le rôle fondamental et l'objectif idéal à atteindre par les professionnels en relations publiques. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit Maisonneuve en 2010 et Charles Lavigne et Mouni en 2015. La deuxième point, c'est le fondement et problématique de l'éthique de la communication. La communication commence par l'acte de donner un nom préalable indispensable pour appeler quelqu'un par son nom. C'est-à-dire, c'est la première des choses, pour donner une identité de personne, on va donner un nom. Ce premier acte de parole est un acte de différenciation. Un nom permet d'identifier un être, de ne pas le confondre avec un autre, de le reconnaître parmi d'autres. Un nom est la réalité symbolique qui nous permet de faire mémoire d'une personne, même quand elle n'est pas là. Une différence entre deux noms, reflet d'une différence entre deux êtres, va permettre de se comporter différemment avec l'un et avec l'autre. Cette différence informe d'une spécificité, d'une identité unique. Cette différence est information. Une information des Georgery-Butson est une différence qui fait une différence. Juste après la création de l'homme, va s'opérer un acte de différenciation, nous dit la Gêne. Isha, la femme, l'autre côté de l'être humain, comme le dit Annick et Susan Zell, sera séparée de Ish. Elle permettra à Adam de sortir à demande de la solitude, car il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. De tout arbre du jardin, tu mangeras. Le troisième point, c'est l'éthique de relations publiques, pratiques, tensions et perspectives. C'est-à-dire quelque chose qui est philosophique. Afin de cerner ces enjeux et de les transposer dans une réflexion plus articulée, ce dossier, bien sûr, entend offrir un panorama large des questions éthiques les plus susceptibles de transformer la pratique actuelle des relations publiques et de lui permettra de s'adapter au contexte social et communicationnel dans lequel elle évolue aujourd'hui. Qu'il s'agisse des transformations contemporaines,
l'espace public s'accompagnant d'un effritement des frontières entre l'information et communication, sphère privée et sphère publique, ou de la professionnalisation des communicateurs, s'articulant autour de règles et de normes plus ou moins tacites, ou même de la conciliation du droit à l'information, des impératifs promotionnels et du devoir de transparence et de vérité des organisations. Les enjeux auxquels confie cette réflexion sont nombreux. Ainsi, sur le plan du droit et de la déontologie en relations publiques, quel code d'éthique ou de déontologie mobiliser ou façonner pour accompagner les dynamiques de professionnalisation, pour protéger la vie privée, la liberté d'expression, etc. Dans la mise en place de cet encadrement normatif, les organisations doivent, elles, favoriser l'émergence d'une nouvelle réglementation, ou plutôt mise sur l'autorégulation. Par ailleurs, sur le plan externe, comment les organisations se positionnent, elles devraient se positionner en termes de responsabilité sociale des entreprises, d'acceptabilité sociale, de développement durable, de justice sociale, etc. Enfin, sur le plan de la mutation de la communication, issue du web social, les réseaux sociaux numériques influent-ils sur les positionnements en conception éthique en relations publiques à l'égard de la communication bidirectionnelle, notamment dans le cas d'astroturfing, quel type de problème prédomine ou suscite une remise en question des normes usuelles? Ces questions ne sont que quelques exemples de la diversité des angles à partir desquels penser l'éthique en relations publiques. Nous vous invitons dans le présent dossier à suivre plusieurs de ces angles à partir de travaux théoriques et d'études empiriques qui pointent les impératifs éthiques démocratiques, leurs paradoxes et leurs négociations, mais aussi les zones de flottement ou de contradiction dans la définition même de ce que sont les relations publiques. C'est quelque chose de très important. Par exemple, le chercheur James offre un portrait dense des cadrages théoriques et empiriques de l'éthique en relations publiques. Il rappelle les efforts progressifs d'une profession pour se doter de normes, de règles, d'idéaux, tout en concelant la nature de ses missions et de ses rapports au public, distinguant regard normatif et positiviste des études menées sur les relations publiques en tant que champ de recherche. Il nous permet de réfléchir à la conception de l'excellence en relations publiques au vu des défis actuels de ce domaine de la communication naviguant entre intérêt public et intérêt particulier. Il y a une étude présentée par Boudy et Fay illustre ces tensions en confrontant les positionnements éthiques des acteurs du secteur particulier des relations publiques, celui de la rédaction professionnelle, les exigences du public avec lesquelles ils doivent transiger, entre compréhension des objectifs, rhétorique et pragmatique, demandant de rédaction donnée par les employeurs et gestion des contraintes de la production des écrits des rédacteurs professionnels interrogés mobilisent dans l'exercice de leur jugement éthique des stratégies basées notamment sur leurs compétences exclusives. Cela, malgré un manque de reconnaissance professionnelle,
Les auteurs mettent ainsi en lumière les conflits qui parsèment une négociation entre vérité et acceptabilité, au sein de laquelle les valeurs personnelles des rédacteurs peuvent différer de celles de leurs clients. Elle pointe également le rôle potentiel joué par les organisations dans le développement de conditions de travail favorables aux valeurs éthiques. Josiane Miette se concentre précisément sur cette question des valeurs éthiques dans la perspective de l'idéal de dialogue en relations publiques porté par le web social, en passant en revue les travaux qui indiquent un approfondissement du web social par le champ des relations publiques. L'auteur nous replace dans le cadre de la tradition rhétorique et de l'éthique de la persuasion dont découle la responsabilité morale et sociale qui incombe au métier de la communication publique. Ce cadrage ouvre la voie à une analyse des relations publiques en ligne à travers les nouvelles rhétoriques. À la une de la critique culturelle, l'analyse conduit alors l'auteur à questionner la dimension éthique non plus uniquement sur un plan des bonnes pratiques ou déontologiques professionnelles légitimement des pratiques, mais plutôt donne un effort d'articuler les valeurs, identités, normes et relations du pouvoir professionnel et organisationnel liées à une bonne communication publique. Privilégier un regard réflexif sur la pratique des relationnistes en ligne, elle prône pour cela une démarche qualitative inspirée notamment de la sociologie des usages. Cet appel à étudier les pratiques trouve écho dans le texte de Franklin Charest et d'Anthony Ducey qui s'attachent à décrire l'appropriation des médias sociaux par des organisations nord-américaines sur la base d'entretiens avec des gestionnaires de communautés. Les auteurs cherchent à explorer la gestion de la réputation par les professionnels des relations publiques en situation de crise. Leurs résultats mettent en exergue des rapports de force entre les internautes et les gestionnaires de communautés, rapports qui, pour les auteurs, attestent une certaine dynamique asymétrique de la communication. Les auteurs constatent par ailleurs un meilleur équilibre des rapports entre internautes et gestionnaires de communauté lorsqu'une relation égalitaire a été établie au préalable. Leur analyse s'appuie sur une revue de la littérature qui invite les organisations et les gestionnaires à prendre en compte les signes avant-coureurs d'une crise sur les médias sociaux et plus encore à mieux connaître leur communauté. Au-delà de la vieille, c'est donc une meilleure compréhension du public numérique qui prime pour respecter les conditions d'une communication bidirectionnelle symétrique à laquelle aspirent les gestionnaires de communauté interrogés dans la ligne de code éthique existant des relations en relations publiques. L'analyse est proposée dans l'article de Thierry Lebaer et de François Allaire. Ouvert porte quant à elle sur un thème qui reste comme tel assez peu exploré dans la littérature de relations publiques, la communication sur les sujets sensibles. En effet, comme le rappellent les auteurs, c'est d'autres approches similaires comme la communication de crise, on a déjà vu ça, la communication sur les risques et la communication d'acceptabilité sont bien connues.
La communication sur les sujets sensibles est moins accessible en raison notamment de l'opacité des techniques utilisées par les organisations qui y recourent. Dans leur texte, les auteurs travaillent à combler les lacunes de la littérature scientifique à ce sujet en explicitant les différentes techniques de la communication sensible, du même que leur mise en application du point de vue de l'éthique. Le thème de la communication sur des sujets sensibles revêt un intérêt particulier dans la mesure où, à bien des écarts, les tactiques de détournement empruntées par certaines organisations s'éloignées de l'idéal habermasien d'un sagir communicationnel fondé sur le respect d'une rationalité partagée. Avec l'article de Marc D. David et de François Lambotte, le lecteur est invité à faire un examen critique approfondi des discours et des pratiques de responsabilité sociale des entreprises qui sont mises en œuvre par différentes organisations. Ainsi, les auteurs proposent un intéressant outil méthodologique d'analyse de la légitimité des stratégies de communication de la RCE qui l'ont validé empiriquement sur le terrain. Ce modèle vise en quelque sorte à mesurer le niveau de cohérence et de sincérité des organisations par rapport aux stratégies de RSE qu'elles déploient. La méthode qu'il utilise pour réaliser cette analyse comprend 5 objectifs principaux qui permettent d'évaluer entre autres la qualité du dialogue avec les parties permanentes, de même que l'impact social réel des décisions de l'organisation. À ces 5 objectifs s'ajoutent 4 niveaux d'accès à l'analyse des stratégies de communication de la RCE qui s'assemblent pour former une matrice constituée de 20 indicateurs de performance. Le dernier texte de ce numéro thématique proposé par Corinne Gondron traite de l'acceptabilité sociale, sujet d'une grande actualité en cette ère où les grands projets économiques sont mis à mal par l'opinion publique. L'objectif de cet article est d'examiner plus à fond la notion d'acceptabilité sociale afin de démontrer qu'elle ne peut être réduite. Par exemple, le syndrome NIMBY, Not in my backyard. Il faut au contraire, affirme l'auteur, comprendre l'acceptabilité sociale non plus au prisme de l'intérêt individuel, mais en s'appuyant plutôt sur des valeurs socialement construites qui aident à saisir la dynamique de l'acceptation ou du rejet dans toute sa complexité. À cause de son rattachement à des valeurs construites socialement, l'acceptabilité résulte d'un lent processus qu'il est difficile de renverser par la suite. Ainsi poursuit l'auteur des stratégies de communication avec les parties prenantes qui interviennent trop en aval risquent davantage de se heurter à des refus obstinés au sein de la société civile. L'auteur conclut son article en expliquant qu'il est donc souhaitable. Dans ce contexte que les organisations mettent en place des processus de dialogue susceptibles d'ancrer les décisions et les projets dans le tissu social avant même que ceux-ci ne prennent forme. Comme le souligne Grenier dans l'introduction de ce numéro thématique, la compétence éthique est devenue de nos jours une dimension incontournable de l'excellence en relations publiques. Il n'est plus possible aujourd'hui de concevoir cette branche de la communication à la manière dont peut être interprétée les préceptes
préceptes de l'un de ses fondateurs, Edward Bernays. On a déjà vu ça, c'est-à-dire comme une forme de manipulation efficace des publics, des clients ou des consommateurs. En témoignent d'ailleurs les plus récentes lignes directrices émises par les associations internationales de relationnistes, telles que celle du mandat de Melbourne paru en 2012 sur le parrainage de l'Alliance mondiale pour les relations publiques. Dans cette vision nouvelle, le relationniste est désormais perçu comme porteur de la personnalité et des valeurs de l'organisation, lesquelles doivent reposer sur une culture d'écoute, d'engagement et de responsabilité à l'égard du public. En tant que coordonnateur de ce numéro thématique, nous partageons la conviction que les contributions de grande qualité rassemblées ici réussissent avec brio à intégrer dans plusieurs domaines importants de la théorie ou la pratique. Une vision de l'éthique des relations publiques qui s'inscrit dans les tendances les plus actuelles. Pour terminer, nous désirons adresser nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont apporté leur concours à la réalisation de ce numéro thématique. D'abord, nous souhaitons remercier les auteurs et auteurs de ce thème. Donc, les relations, l'éthique de relations publiques, ou bien de communication, on peut dire très important pour les savoir. Donc, il faut savoir que les relations publiques ont mauvaise réputation. Ce constat et ce constat est sans équivoque selon l'European Communication Monitor en 2011. L'expression de relations publiques présente même pour une partie des professionnels européens une connotation négative, et la même enquête en 2019 confirme la conscience que les professionnels des relations publiques ont de la mauvaise réputation de leur secteur auprès du grand public. La défiance des médias et des leaders d'opinion est souvent immédiate quand ils rencontrent une information émanant d'une entreprise visant par principe à servir sa promotion. Pour beaucoup, les relations publiques relèvent de l'autoglorification et au pire de la manipulation. Pourtant, depuis le début du XVIe siècle, la profession s'est dotée de règles éthiques. Donc, quels sont les principaux comportements contraires à l'éthique rapproche aux relations publiques? Nous identifions ici seulement quelques phénomènes parmi les plus évidents. Les chercheurs ont largement exploré les techniques de construction de l'ignorance adoptées par des entreprises pour freiner la prise de conscience de certains problèmes. Le recrutement par ces entreprises d'experts, plus ou moins en marche pour créer l'apparence d'un débat scientifique, en fait partie, ainsi sur le réchauffement climatique d'anciens physiciens hostiles à l'environnementalisme ont été engagés à partir des années 1980 pour publier des articles afin de créer l'impression d'un débat scientifique sur les éthiques de relations publiques. Donc,
les éthiques, des relations publiques, parce que c'est les valeurs éthiques citées le plus souvent. Nous retrouvons l'intégrité, mais aussi le désintéressement, l'ouverture d'esprit, le respect, l'honnêteté, le courage, encore le sens de la justice. Comment l'éthique on manifeste chez beaucoup de relations publiques? L'éthique, c'est élastique qui n'est pas éthéré de la même, de la même, de la même façon. Donc, ce n'est pas qu'un exercice de relations publiques dont nous trouve dans les médias, suggérant ainsi que l'information véhiculée par les professionnels des relations publiques est racoleuse, voire carrément mensongère. Dans la brève histoire des relations publiques, la conduite partisane de certains professionnels des relations publiques a parfois soulevé la critique au sujet de l'éthique reliée à cette profession. L'habituelle réduction des relations publiques à un discours douteux et frivole témoigne par ailleurs de l'importance de maintenir une réflexion éthique, non seulement sur les standards de la profession, son savoir-faire et ses méthodes, mais aussi sur ce que on assure sa pleine légitimité. C'est notamment en réponse aux critiques sur le professionnalisme et l'éthique des professionnels des relations publiques qu'est né le Code d'Athènes. Ce code d'éthique internationale des relations publiques stipule en particulier qu'un praticien des relations publiques doit s'efforcer de se comporter en toute occasion et en toutes circonstances de façon à mériter et obtenir la confiance de ceux avec lesquels il se trouve en contact, et qu'il doit s'engager à créer les conditions morales, psychologiques, intellectuelles du vrai dialogue, à reconnaître le droit aux parties en présence d'exposer leur cas et d'exprimer leur point de vue. Le Code d'Athènes n'est pas le seul code d'éthique en relations publiques. Par exemple, au Canada, les membres de la Société canadienne des relations publiques doivent s'engager à respecter le code d'éthique professionnelle de l'organisme au Québec. Les membres de la Société Québec des professionnels en relations publiques s'engagent à suivre les principes du code de déontologie de cette dernier, qui est demeurant identique à celui de l'Association canadienne de relations publiques. Cet engagement est symbolique puisque les relations publiques ne possèdent pas d'un point de vue législatif le statut de profession. Elles ne sont pas régies par un code de déontologie ou d'éthique reconnu, contrairement aux professions plus traditionnelles telles la médecine ou le droit. C'est ainsi que au Québec, les relations publiques ne sont pas reconnues par l'Office des professionnels du Québec. Est-ce à dire les codes sont inutiles? Certainement pas. Évoluent constamment. Les textes des codes de conduite sont des sources importantes à consulter. Ils constituent des références de premier choix pour guider l'action des praticiens et répondre à leur souci de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de leurs responsabilités. Peut en lire sur le site de la chaire en relations publiques et communication marketing de l'UQAM, mais sont-ils suffisants pour garantir l'adoption de comportements éthiques? Poser la question, s'y répondre, s'ils peuvent être utiles dans une certaine mesure. Ces codes ne sauraient à eux seuls faire l'économie de l'exercice responsable de jugement. Si le voyez, l'éthique n'est pas affaire de code, mais de transformation de la personne. Que dois-je faire pour bien faire est la grande question éthique que devrait se poser tout professionnel des relations publiques. L'éthique qui participe, par définition, d'un effort pour construire un monde plus rationnel et moins brutal, tient comme il faut s'y attendre aux actions justes, prudentes et responsables. Comment juger de ce qu'il convient de faire dans une situation donnée? Comment fonder adéquatement d'un point de vue éthique un raisonnement moral, et comment faire que cela, sachant que l'éthique n'est pas la seule forme de régulation sociale des conduites. Donc, le cours
publiques 2008, intitulé Pratique éthique en relations publiques, vous invite à pousser plus loin votre réflexion sur la pratique éthique des relations publiques et propose de réfléchir au-delà des codes éthiques de conduite et de déontologie proposés par les associations professionnelles sans toutefois les reléguer aux oubliettes. Autrement, ce cours vous incite à analyser les enjeux et les exigences éthiques liées à la pratique des relations publiques, non seulement en vous exposant à ce qu'il convient de faire, mais on vous invite à considérer les motifs de vos actes. Pourquoi devriez-vous agir de façon éthique ou morale, au nom de quelles valeurs ou de quels principes? En fin de compte, ce cours vise à développer en chaque personne des dispositions et des habitudes éthiques qui ne se réduisent pas à une recette de management. Sur ce, je vous souhaite c'est ça sur au niveau de les relations. Pour leur temps et le privilège qu'ils nous accordent de donner accès à leurs réflexions et à leurs recherches, nous remercions également les chercheuses et chercheurs qui ont participé au processus d'évaluation pour consolider ce dossier. Enfin, nous voulons également exprimer notre reconnaissance à toute l'équipe de la Revue internationale de communication sociale et publique pour le soutien technique et les bons conseils. Nous sommes très fiers d'avoir travaillé avec vous pour mener à bien ce projet. À toutes et à tous, bon lecture. C'est ça qu'est-ce que j'ai crié les membres de la rédaction de Le Journal International sur ce domaine, ou bien sur ce thème, donc l'éthique de relations publiques. Questions et théories en éthique de relations publiques. De nature éthique, d'abord en tant qu'individu, lorsqu'ils prennent des décisions reliées à leur vie professionnelle, mais aussi dans le cadre de leur fonction en compte de conseiller en matière d'éthique pour les organisations lorsqu'ils aident ces derniers à agir de façon éthique, responsable et durable. La présente introduction définit les responsabilités éthiques et sociales des professionnels des relations publiques et discute des possibilités et des obstacles qu'ils rencontrent dans le cadre de leur fonction de conseil en matière d'éthique. Nous abordons ce thème de recherche en relations publiques, les décisions éthiques personnelles et les relations avec les clients et les autres praticiens. Donc, les professionnels de relations publiques doivent faire face à des problèmes de nature éthique. D'abord en tant qu'individu lorsqu'ils prennent des décisions reliées à leur vie professionnelle, mais aussi dans le cadre de leur fonction de conseiller en matière d'éthique pour les organisations lorsqu'elles aident. Ces introductions définissent les responsabilités éthiques et sociales des professionnels des relations publiques et discutent des possibilités et des obstacles qu'ils rencontrent dans le cadre de leur fonction de conseil en matière d'éthique. Nous aborderons ce thème de recherche en relations publiques, les décisions éthiques personnelles et les relations avec les clients et les autres praticiens. À l'unité envers les organisations, le public et la société, le choix d'un client ou d'une organisation, les rôles de défenseur et de conseiller, la confidentialité et la transparence, et finalement les médias numériques. Nous terminerons avec une discussion sur les nécessités de théorie dans l'éthique des relations publiques et nous en décrirons quelques-unes des plus prometteuses. C'est ça qu'est-ce que je suis en train de faire, ou bien d'expliquer. Donc, la loyauté envers les organisations, le public et la société, le choix d'un client ou d'une organisation, le rôle de défenseur et de conseiller, la confidentialité et la transparence et finalement les médias numériques. Donc, je vais terminer le cours avec une discussion sur la nécessité théorique des relations publiques et nous en décrirons quelques-unes des plus prometteuses.
confidentialité et les transparences. Donc le principe de sécurité et de confidentialité, les responsables du fichier doivent garantir la sécurité de l'information qu'il détient. Donc, les débats entre les journalistes et les praticiens des relations publiques portent sur l'obligation de ces derniers à faire preuve d'une transparence et d'une sécurité absolue lorsqu'ils transmettent les renseignements sur leur organisation aux médias et au public. Les journalistes souhaitent avoir des échanges honnêtes et ouverts, alors que les professionnels des relations publiques soutiennent qu'ils ne sont pas tenus de révéler toute la vérité à propos de leurs clients. La question touchant la confidentialité et la transparence englobe la préoccupation telle que la désinformation. Donc, les 5 grands principes directs de protection des données personnelles sont les suivants. On a le principe de finalité, c'est-à-dire le responsable d'un fichier ne peut enregistrer et utiliser des informations sur des personnes physiques que dans un but bien précisé, légal et légitime. On a le principe, par exemple, de proportionnalité et de pertinence, c'est-à-dire les informations enregistrées doivent être pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier. On a le principe d'une durée de conservation limitée. Il n'est pas possible de conserver des informations sur des personnes physiques dans un fichier pour une durée indéfinie. Une durée de conservation précise doit être fixée en fonction du type d'information enregistrée et de la finalité du fichier. Le principe de sécurité et de confidentialité, le responsable du fichier doit garantir la sécurité des informations qu'il détient. Il doit en particulier veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès à l'information. Donc, il y a quelques principes, il faut les respecter. Parce que le droit, lorsque la confidentialité elle vient de latine confidere, se fier compte sur, mais également du mot anglaise. La confidentialité est donc un pacte de confiance et de sécurité établi avec celui à qui tu vas te confier. Le psychologue, par exemple, est tenu au secret professionnel et au respect de la confidentialité, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de respecter l'intimité et la vie privée de son patient. Le droit à la confidentialité des informations personnelles ainsi que le secret professionnel, par exemple, garantissent la protection de ta vie privée. Les informations divulguées sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à une autre personne. Par exemple, lorsque l'on prend rendez-vous chez un psychologue, par exemple, on parle de choses personnelles et l'on n'a pas envie que tout soit répété aux parents, aux profs ou aux copains. Il est donc important d'avoir la certitude que les informations que l'on va lui délivrer restent confidentielles. Donc, c'est ça. Certaines professions sont tenues au secret professionnel, donc la confidentialité, comme les journalistes, comme j'ai déjà expliqué. Il faut les journalistes respecter cette éthique. L'anonymat implique une démarche supplémentaire qui rend absolument impossible l'accès à ton identité. Donc, c'est ça, il faut respecter tout ça. L'exagération des groupes de façade, voire entre autres la manipulation des médias, l'impossibilité de vérifier les sources de communiqués de presse imprimés aux vidéos et les ressources blogs bidons ou fausses identités dans les médias sociaux et numériques. Donc, il faut le partager de confidences, des sentiments et des idées permet d'établir des relations amicales, privilégiées et une confiance mutuelle. Donc, on peut dire
qu'il y a aussi des utiles des confidentialités qui veulent permettre de garder le contrôle. Par exemple, chaque utilisateur a des attentes différentes en matière de confidentialité des données. Donc, vous pouvez trouver vos principaux paramètres de confidentialité de sécurité des informations clés réunies en un seul et même endroit. Par exemple, dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ce sera très important de prendre en considération tout ça. Donc, l'éthique des relations publiques, c'est très important pour les experts, pour tous les gens qui sont concernés par ça, pour donner une très bonne image de l'entreprise, autant de l'éthique, de la communication en général. Donc, j'ai essayé dans le dernier thème, le dernier cours sur l'éthique des relations publiques et la communication. J'ai essayé de faire donner des définitions de l'éthique des relations publiques, des questions philosophiques sur l'éthique, comment les respecter, qu'est-ce que c'est l'éthique, etc. Il faut les comprendre. Par exemple, les campagnes de relations publiques, comme celle qui a aidé à vendre la guerre, par exemple, de Golfe, ont été critiquées pour avoir délibérément modifié les perceptions. Les médias et les groupes d'intervenants ont accusé les praticiens des relations publiques d'être des spécialistes de l'image et de décrire une réalité qui convient à leur objectif. Cette attitude est encapsulée dans le descripteur selon lequel une activité n'est qu'un stratagème de relations publiques, une manœuvre de relations publiques ou un effort de relations publiques. Des pratiques telles que le vlogging, faux blog, following et le marketing tartif, fausse promotion avec des acteurs faisant passer pour des citoyens privés ont fait l'objet de critiques. Donc, en plus de ce type de public secret, les initiatives de relations étant attaquées, des aspects de pratique quotidienne tels que la formation en compétences médiatiques ont été ciblés. Les formateurs médiatiques conseillent généralement aux porte-parole de ne pas répondre aux questions, ce qui conduit à un nombre croissant de cadres qui obscurisent le discours public dans les interviews avec les médias. Cela est incompatible avec le rôle des relations publiques consistant à faciliter un flux d'informations essentielles dans l'intérêt du public. La surveillance et les critiques de l'extérieur et de l'intérieur de l'industrie des relations publiques surveillent la vaste industrie que sont devenues les relations publiques. Ceci, à son tour, rend les praticiens d'industrie réceptifs à ce qui constitue une conduite propre. Les relations publiques éthiques ne devraient pas viser simplement à semer la confusion ou à provoquer des équivoques, mais devraient informer et influencer honnêtement le jugement basé sur de bonnes raisons qui font vacancer la communauté en condition préalable nécessaire au professionnalisme est un comportement éthiquement défendable. Un tel cadre découle d'attitudes philosophiques et religieuses envers le comportement éthique, les lois et règlements, les codes de conduite des entreprises et de l'industrie, les codes d'éthique des associations de relations publiques, les valeurs et l'éthique professionnelle, la formation et l'intégrité personnelle. Les professionnels de relations publiques doivent faire face à des problèmes de nature éthique. D'abord en tant qu'individus lorsqu'ils prennent des décisions reliées à leur vie professionnelle, mais aussi dans le cadre de leur fonction de conseiller en matière d'éthique pour les organisations lorsqu'ils aident ces derniers à agir de façon éthique, responsable et durable. Par exemple, ces dernières années, plusieurs crises d'entreprises très médiatisées dans le monde ont soulevé des questions sur la nature et le contenu des conseils de relations publiques fournis aux entreprises. Les relations publiques dans les secteurs publics ont également fait l'objet d'un examen minutieux. Alice compable la tâche de presse de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a démissionné à la suite d'une enquête gouvernementale sur des informations trompeuses présentées à l'appui de la guerre en Irak.
Tous les nouveaux de plus des messages sont se veulent diffusés avant les élections pour convaincre le public des réalisations d'un gouvernement particulier. Les valeurs considérées comme essentielles à une vie éthique sont l'honnêteté, l'intégrité, le respect des promesses, la fidélité, l'équité et le souci des autres, le respect des autres. La citoyenneté responsable, la poursuite de l'excellence et la responsabilité. L'éthique fait référence aux valeurs personnelles ou au système de croyances profondément ancré qui se tendent dans les choix moraux qui amènent quelqu'un à réagir à une situation spécifique. Les trois doctrines éthiques fondamentales de la déontologie, la théologie et le nombre d'Aristote. On a la déontologie et la doctrine politique est fondée sur le devoir et repose sur l'obligation morale de dire la vérité ou de tenir ses promesses. Il ne tient pas compte de conséquences qui pourraient en découler. Par exemple, un préjudice grave à une personne innocente. Ce système dépend de principes moraux et de l'autodiscipline du praticien de relations publiques individuelles. Cependant, cela changera d'une personne à l'autre en fonction de leurs préjugés culturels et traditionnels. La téléologie est une doctrine éthique basée sur les résultats où la fin justifie les moyens. Les téléologues croient que la bonne action a de bonnes conséquences. La justice d'une action est déterminée par ses causes et ses effets. Ce système s'appliquerait aux techniques de relations publiques utilisées par des groupes d'intérêt, tels que Greenpeace, qui impliquaient auparavant la désobéissance civile. Le nombre d'heures d'Aristote est basé sur ce qui est le mieux pour la majorité et sur des actions qui représentent la modération. C'est généralement le système utilisé dans une démocratie où la minorité doit parfois sacrifier quelque chose de valeur si c'est le mieux pour le pays. La base de l'éthique réside dans la philosophie. Le philosophe allemand Immanuel Kant, par exemple, est considéré comme l'un des fondateurs de l'éthique moderne. Il a proposé un processus en 3 étapes pour résoudre les dilemmes éthiques. En cas de doute, qu'on a savoir si un acte immoral ou non, impliquer l'impératif catégorique qui consiste à poser la question « et si tout le monde fit ces actes ?» Toujours tout le monde comme une fin en soi et n'exploiter jamais les autres humains, toujours respecter la dignité des êtres humains. Rôle de l'éthique dans les relations publiques. Donc, l'éthique des relations publiques est l'application de la connaissance, de la compréhension et du raisonnement aux questions de bon et de mauvais comportement dans la pratique professionnelle de relations publiques. Dans la pratique des relations publiques, le comportement éthique concerne à la fois le praticien et l'organisation pour laquelle le travail est effectué. Les implications éthiques de stratégies et tactiques utilisées pour résoudre des problèmes ou créer des opportunités. Par conséquent, les praticiens des relations publiques doivent se préoccuper de leur éthique personnelle et professionnelle, ainsi que de l'éthique institutionnelle de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Les dilemmes éthiques ne sont pas faciles. Ce sont des situations duretantes impliquant des décisions sur ce qui est bien ou mal. Souvent, ce sont des situations nécessitant un choix entre des alternatives tout aussi indésirables. Par exemple, lorsque l'organisation réduit ses effectifs, les praticiens des relations publiques peuvent se retrouver à devoir développer des stratégies de communication et du matériel destinés à des collègues qui perdront leur emploi. De même, le président général et le conseil d'administration doivent prendre des décisions éthiques lorsque l'entreprise pourrait perdre des affaires et des revenus, mais ils les acceptent comme le coût de faire la bonne chose. Le rappel d'un produit du royaume des supermarchés alors qu'une organisation n'est pas légalement obligée en est un exemple en 1997. Arnold a retiré tous ses produits du rayon des supermarchés au coût de 35 millions de dollars lors d'une alerte aux biscuits
empoisonnée. Prendre des décisions de cette situation est plus facile si l'organisation dispose d'un cadre prédéterminé pour résoudre les problèmes éthiques. Les professionnels des relations publiques ont 5 devoirs, soi-même l'employeur, la profession, le client et la société. Ceux-ci ne sont pas nécessairement classés par ordre de classement, mais mettent l'accent sur la prise de conscience des multiples niveaux de considération éthique auxquels un praticien des relations publiques peut être confronté. Les 5 devoirs guideront les décisions en fonction de ce que le praticien des relations publiques croit vraiment être bien ou mal. On utilise cette liste comme guide et elle devra peut-être d'abord examiner leurs valeurs lorsqu'il était confronté à un dilemme éthique. Généralement, leur loyauté ultérieure sera envers le client ou l'organisation, sauf bien sûr dans les situations de dénonciation où l'engagement envers le public a déjà pris le pas. Donc le praticien de relations publiques est obligé d'assister et de collaborer avec ses collègues. Naturellement, la société est un élément essentiel qui contribue aux décisions éthiques. Les praticiens des relations publiques doivent se poser la question: la société bénéficiera-t-elle de ma décision, même si je me fais du mal à moi-même, à mon employeur, à ma profession ou mes clients? C'est très important de prendre ça à la considération avant de prendre la décision. La présente introduction définit les responsabilités éthiques et sociales des professionnels des relations publiques et discute des possibilités et des obstacles qu'ils rencontrent dans le cadre de leur fonction de conseil en matière éthique. Nous aborderons ce thème de recherche en relations publiques, les décisions éthiques personnelles avec les clients, les autres praticiens de loyauté envers les organisations et le public et la société. Donc, c'est ça. On a beaucoup d'ouvrages qui traitaient ce thème, l'éthique de relations publiques. Par exemple, on a un livre sur éthique de la communication appliquée, relations publiques. C'est très intéressant. Je veux le conseiller de le voir ou bien le lire. Éthique de la communication appliquée, relations publiques. Cet ouvrage porte sur l'éthique de la communication telle qu'elle s'applique au domaine professionnel des relations publiques. Toute éthique pour appliquer quel que soit reste cependant implicitement rêver la philosophie morale. Aussi, nous occuperons nous dans un premier temps de la question éthique fondamentale de comment doit-on vivre, que serait pour nous humains une vie digne d'être vécue, double formulation de l'appel et grande question socratique qui rebondit jusqu'à là. Donc ce livre, cet livre traité dans le premier chapitre, l'exigence éthique et les autres modes de régulation sociale. Il est exigé de nous que nous voulions réaliser ce qui est bon et que nous le voulions de la bonne façon. Cette citation est une chorale résume l'essentiel de l'éthique, intégration des valeurs sous la douce pression de l'éducation et volonté de bien faire. Ces deux éléments principaux composent et animent à l'évidence la vie morale des hommes, ou plutôt les hommes devront apprendre à composer avec eux. Ils devront assumer tout le poids de la liberté et de la responsabilité qui accompagnent le fait de l'être humain. Nous illustrons les enjeux marquants de la vie morale. Par exemple, l'écrivain essayait de traiter dans le chapitre numéro 2 les repères essentiels de la philosophie morale contemporaine. Toute éthique de pratique professionnelle ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la raison pratique ou le jugement, cette faculté vitale qui permet de discerner le vrai de faux et le juste de l'injuste. L'extrême fluidité des contextes actuels indiquait d'ailleurs assez la nécessité de ressaisir la question cruciale du jugement. Cette forme de philosophie au quotidien, grand maison par exemple, comme
En effet, sont passés à une époque où les principaux et anciens repères se sont érodés au moment où il faut précisément revoir et redéfinir de nouvelles bases de vie commune. Le monde doit manifestement gagner en jugement. Donc, dans la chapitre 3, la parole violente et les conflits des valeurs, la communication recèle un puissant potentiel d'émancipation. Elle opère dans toutes les sphères de la vie humaine, dans le couple et les familles, dans les organisations privées et dans les institutions publiques, dans les groupes ethniques, religieux et entre les nations. Elle est parfois privée s'agissant détailler des liens qui doivent par leur nature même échapper au jugement social trop intrusif. Parfois publique pour autant que des intérêts particuliers ou l'intérêt commun soient en jeu, elle est plus ou moins rationnelle selon les contextes et parfois même délirante. Elle oscille entre différentes physionomies aux différents registres de la parole. Chapitre numéro 4, essayer de traiter l'enjeu éthique et pragmatique de la communication. La communication suppose de toute évidence la mise en commun de quelque chose et nous oscillons en cette matière entre différents modèles, soit le modèle représentatif, modèle cartésien de la causalité linéaire faisant du sujet et de l'objet deux instances extérieures l'un de l'autre. La réalité est objective et universelle, extérieure au sujet qui la représente, soit le modèle expressif hérité de Spinoza qui postule que le monde est en nous en même temps que nous sommes en lui. La communication est l'insertion d'un sujet complexe dans un environnement complexe. Le sujet fait partie de l'environnement. On a le chapitre numéro 5, les exigences éthiques du métier de le relationniste. Et toute société qui se prétend ouverte doit assurer la mise en relation publique des milieux de vie, des organisations et des institutions politiques. Aussi est-il difficile de concevoir une vie démocratique sans la possibilité pour les citoyens d'interagir dans l'espace public sans occasion de ne parler, de juger et de comprendre les défis qu'ils doivent collectivement relever. La reconnaissance de la fonction de relationniste passe assurément par le rappel du lien qu'elle entretient désormais avec les grandes valeurs démocratiques, le respect de la dignité, du droit à l'égalité, à la sécurité de son être, à la libre disposition et expression. On a le chapitre numéro 6, les relations publiques et l'éthique de la confiance. Comme j'ai déjà expliqué, toute société se disloquerait sur la confiance fondamentale que nous avons envers les autres, c'est qu'une large part de notre vie relationnelle échappe au savoir assuré et démontrable. La confiance, acte de foi devant l'imprévisible conduite des autres, promet la pérennité des relations que le calcul rationnel ne serait à lui seul assuré. Aussi est elle partout agissante dans les relations inter-individuelles, dans les familles, dans les organisations et dans les grands systèmes abstraits. Nous misons sur elle politique, en économie, en droit, en gestion et dans les relations internationales. Elle a d'ailleurs ces domaines d'application. Donc, il y a d'autres chapitres sur l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Donc, l'éthique de la conviction, éthique de la responsabilité, nous nous approchons au plus près ici de ce que Hegel nommait conscience malheureuse ou Aron conscience déchirée. Elle est déchirée entre un sens des responsabilités de l'acteur au regard des conséquences historiques de ses actes et un sens des exigences absolues et inconditionnelles de la moralité. La conscience est ainsi déchirée, situation particulièrement accablante lorsque nous en faisons l'expérience entre l'ordre du devoir auquel elle veut obéir et les conséquences des gestes qu'une situation commanderait de faire conscience et viser hésite entre la voie qui lui intime. Enfin, l'écrivain écrit la respectabilité d'une profession passe aujourd'hui par l'adoption du standard
déontologique. Et toute sa légitimité repose pour l'essentiel sur la capacité de répondre des pratiques et des méthodes utilisées pour s'acquitter de ces mandats. Le domaine des relations publiques n'en fait pas exception à cette règle. Les efforts consentis pour penser et fixer l'éthique des relations publiques sont à la mesure de leur importance et du rôle qu'elles occupent dorénavant. Nous vivons en démocratie et c'est bien cette ethos démocratique qui en impose dorénavant non seulement aux relationnistes mais à tous les professionnels de la communication publique aussi toutes pratique. C'est ça. C'est un livre vraiment intéressant. Je veux conseiller mes étudiants de le lire ou bien essayer de le consulter aux versions en ligne. Donc, le choix d'un client ou d'une organisation, le rôle de défenseur et de conseiller, la confidentialité et la transparence et finalement les médias numériques. J'essaie de terminer cette discussion sur la nécessité de théorie politique des relations publiques et j'ai décrit quelques-unes des plus prometteuses. Donc jusqu'à là, je veux terminer le cours titulé l'éthique, relations publiques et la communication. C'est très important donc les praticiens de relations publiques respectent ces éthiques et connaître ça pour prendre ça à la considération avant de prendre les décisions parce que c'est très important de savoir ça. Donc je veux terminer. Merci pour votre attention. Merci pour ce semestre, merveilleux semestre. Inch'Allah et au revoir.